Elle a humilié la nounou devant le tout Paris, simplement pour affirmer sa puissance et son rang. Mais lorsque le jeune héritier de la fortune a refusé de se taire, la vérité qu'il s'apprêtait à dévoiler allait ébranler les fondations de cette famille à tout jamais. Le bruit du cristal se brisant sur le marbre fut le premier à fendre la douce musique du salon, puis le soupir collectif. Au centre d'un cercle de regards curieux, Béatrice portait la main à sa poitrine, dans une performance de choc. À ses pieds, les débris d'une coupe de champagne, et sur la robe sombre et simple d'Hélène, une tache de vin rouge s'étalait comme une blessure. Oh mon Dieu, quel désastre! La voix de Béatrice était un velours, mais son regard, deux éclats de glace, fusillait Hélène. Elle se pencha, l'odeur de son parfum luxueux se mêlant à celle du vin renversé. « Regardez-moi cette saleté. Vous êtes donc incapable de faire quoi que ce soit correctement ?» Le murmure fut bas, venimeux, conçu pour n'atteindre qu'une seule cible. Hélène ne répondit pas. Son visage brûlait de honte. De ses mains tremblantes, elle prit une serviette d'un serveur pétrifié et tenta vainement d'éponger les dégâts, le regard fixé au sol. À côté, Mathieu, le mari de Béatrice, se contenta de rajuster le nœud de sa cravate, le visage un masque d'inconfort, souhaitant être n'importe où ailleurs. Béatrice interpréta la passivité de son mari comme un feu vert. Elle se redressa, projetant sa voix pour que chacun puisse l'entendre. « Vous savez, Hélène, j'ai essayé d'être patiente, mais l'incompétence a ses limites. » Elle marqua une pause théâtrale, savourant son pouvoir. « Considérez ceci comme votre dernier jour. Prenez vos affaires. Je ne veux plus vous voir dans ma maison. » Le silence dans la pièce était lourd, pesant. Hélène leva enfin le visage. Ses yeux embués de larmes croisèrent ceux de Béatrice une seconde. Elle hocha lentement la tête, acceptant sa défaite avec dignité. Elle se tourna pour partir, pour disparaître. Mais une voix d'enfant, claire et tranchante comme une lame, déchira l'air. Non, tous les regards convergèrent. Près de la table des desserts, le petit Lucas, 7 ans, se tenait immobile. Le gâteau qu'il tenait était tombé par terre. Ses mains étaient serrées en poing le long de son corps, et son visage n'avait pas la confusion d'un enfant, mais la fermeté d'une décision. Il fit un pas en avant, les yeux rivés sur Béatrice, et le monde sembla retenir son souffle. Le mot flotta dans l'air lourd du salon, minuscule mais pesant comme une enclume. « Non !» Béatrice se figea, son sourire triomphant fondant sur son visage. Mathieu, qui jusqu'alors ressemblait à un spectateur las de sa propre réception, tourna brusquement la tête, son attention enfin arrachée à ses conversations d'affaires. Hélène, qui avait déjà tourné le dos pour accepter son exil silencieux, s'arrêta, chaque muscle tendu. Elle se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre, et vit son fils. Lucas n'était plus un enfant effrayé près d'une table de mignardise. Il était un petit soldat, debout au milieu du champ de bataille, prêt à défendre son territoire. Le murmure des invités s'amplifia, un bourdonnement de curiosité et de scandale imminent. Pour Hélène, cet instant brisa le présent et la projeta dans un tourbillon de souvenirs, fragments de vie qui constituaient la véritable fondation de cette maison. L'image du salon s'effaça, remplacée par l'éclat du soleil dans le jardin, quelques mois plus tôt. Lucas, courant après un ballon, trébucha et tomba, le son de ses pleurs aigus déchirant l'après-midi. Mathieu, au téléphone sur la terrasse, fit un geste impatient pour qu'il se taise. Béatrice, lisant un magazine, soupira. « Arrête cette comédie, Lucas. Les hommes ne pleurent pas. » Mais Hélène était déjà là. Elle le releva, ignorant l'herbe sur son uniforme, et l'assit sur ses genoux. Avec un coton et un souffle doux, elle nettoya son genou écorché. « Tu vois ça ?» murmura-t-elle en montrant l'égratignure rouge. « C'est une marque de bravoure. Seuls les chevaliers les plus courageux en reçoivent une. » Lucas, entre deux sanglots, la regarda, les yeux brillants. « Une marque de bravoure ?» renifla-t-il. « Exactement, » confirma-t-elle en embrassant son front. « Maintenant, tu es Sir Lucas, le courageux. » Il sourit. Dans ce monde d'indifférence, Hélène était son refuge, son bouclier, celle qui transformait ses blessures en médailles d'honneur. Un autre souvenir, plus récent, l'heure du coucher. La chambre de Lucas était immense,
pleine de jouets coûteux qu'il touchait à peine. Il était allongé, et Hélène, assise au bord du lit, terminait une histoire qu'elle avait inventée sur une reine qui devait se déguiser en gardienne pour protéger son prince d'un dragon vaniteux. Lucas l'écoutait, les yeux ensommeillés fixés sur son visage. « Le dragon, il est méchant ?» demanda-t-il. « Le dragon n'est pas méchant », répondit Hélène avec soin. « Il a juste peur de ne pas être la créature la plus importante du château. » Lucas se blottit contre son oreiller. « Tu es ma gardienne, Léna, » murmura-t-il, déjà presque endormi. « Je le serai toujours, » répondit-elle en ajustant sa couverture. Depuis la porte entr'ouverte, Béatrice observait la scène. Il n'y avait aucune tendresse dans son regard, seulement une hostilité froide, le ressentiment pour un lien qu'elle ne pourrait jamais acheter ou forcer. Elle ne voyait pas Hélène comme une aide, mais comme une rivale. Cette chaleur, cette force, inondèrent Hélène de retour dans le salon glacial. Le souvenir de sa mission, de son prince, l'ancra. La voix de Béatrice, maintenant recouverte d'une fine et fragile couche de douceur, tenta de reprendre le contrôle. « Lucas, mon chéri, viens avec maman, d'accord? Hélène, la nounou, doit partir maintenant. » Elle tendit la main, son sourire forcé étirant les coins de sa bouche. Le mot « maman » fut utilisé comme une arme, une façon de réaffirmer sa place et d'effacer Hélène de l'équation. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Le visage de Lucas se tordit dans une fureur qui choqua tout le monde. « Non !» cria-t-il, sa voix résonnant sous le haut plafond, faisant taire tous les chuchotements. « Tu n'es pas ma mère !» Les mots explosèrent, chargés d'une certitude absolue. Puis, il se tourna vers Béatrice, mais l'accusation s'adressait à tous. « Ne lui parle pas comme ça !» Avant que quiconque puisse réagir, il courut les quelques mètres qui le séparaient d'Hélène et se jeta contre elle, ses bras minces enlaçant sa taille avec une force désespérée. Il enfouit son visage dans la tache de vin sur sa robe, comme si là, dans cette humiliation publique, se trouvait l'endroit le plus sûr du monde. Les invités reculèrent, la stupeur peinte sur leurs visages. Des mains levèrent discrètement des téléphones. L'histoire de la soirée n'était plus la charité, c'était l'implosion d'une famille. Mathieu bougea enfin, le visage blême. « Lucas, ça suffit, demande pardon à Béatrice. » Maintenant. Sa voix était dure, l'ordre d'un PDG, non la demande d'un père. Mais Lucas n'obéit pas. Il serra seulement Hélène plus fort, son petit corps tremblant d'émotion. Il tourna la tête, le visage toujours pressé contre sa robe, et regarda Mathieu. Un unique non silencieux, un défi direct. À cet instant, quelque chose changea en Hélène. La peur qui la paralysait se dissipa, remplacée par une vague d'amour protecteur si féroce qu'elle lui fit redresser la colonne vertébrale. Sa main, qui tremblait auparavant, se leva et se posa doucement sur la tête de Lucas, un geste de possession, de protection. Elle releva le menton et, pour la première fois de la soirée, ne regarda ni le sol, ni sa tortionnaire. Ses yeux croisèrent ceux de Mathieu, de l'autre côté du gouffre qui s'était formé entre eux. Il n'y avait plus de supplique dans son regard. Il y avait une promesse. La promesse que la farce était, enfin, terminée. Béatrice fut laissée en arrière, oubliée, une statue de perfection fissurée au centre de sa propre scène en ruine. Le regard d'Hélène était un dard lancé à travers le salon, et Mathieu le sentit se planter dans sa conscience. Pendant un instant, le bruit, les regards, Béatrice, tout disparut. Il n'y avait que lui, la femme qui l'avait abandonné, et le fils qui était la preuve vivante de sa lâcheté. La panique commença à monter dans sa gorge, froide et suffocante. Il devait mettre fin à cela. Béatrice, cependant, n'allait pas être mise de côté. L'humiliation d'être ignorée au profit de la nounou fut la goutte d'eau. Son sang-froid se brisa, révélant la fureur sous-jacente. « Assez !» siffla-t-elle, faisant un pas en avant et tentant d'attraper le bras de Lucas pour l'arracher à Hélène. « Lâche cette domestique, j'ai dit. Tu nous donnes en spectacle !» Le mot « domestique » fut prononcé avec un mépris calculé. Une dernière tentative de remettre Hélène à sa place, celle d'une servante insignifiante. Mathieu, voyant la scène,
intervint avec la voix faible de celui qui a déjà perdu toute autorité. « Hélène, s'il vous plaît, n'aggravez pas les choses. Partez, simplement. » Mais Lucas fut plus rapide. Il se dégagea du contact de Béatrice, comme s'il le brûlait, et se plaça encore plus devant Hélène, un petit lion protégeant sa mère. « Ce n'est pas la domestique !» répéta-t-il, la voix étranglée par les larmes et la colère. Il regarda Béatrice, et l'accusation dans ses yeux était ancienne, profonde, née de nuits d'insomnie et de peurs ignorées. Quand le monstre de l'ombre apparaît à la porte de ma chambre, c'est Léna qui sait qu'il faut allumer la lumière du couloir, parce que celle de la lampe de chevet rend l'ombre plus grande. Sa voix trembla, mais ne flancha pas. C'est elle qui reste assise par terre jusqu'à ce que je me rendorme. Il pointa alors un doigt accusateur vers Béatrice. « Toi, tu m'as dit de boire un verre d'eau et de retourner au lit. Tu as dit que les monstres n'existent pas. » Il renifla, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. « Mais la peur, elle existe. » Le salon tomba dans un silence de mort. Ce n'était pas un caprice d'enfant. C'était un témoignage. La révélation d'une intimité, d'une attention qui dépassait tout contrat de travail. C'était la différence entre un emploi et l'amour. Béatrice recula, le visage blême. L'accusation la frappa non pour sa cruauté, mais pour sa vérité indéniable, exposant sa faille la plus fondamentale, non comme belle-mère, mais comme être humain. Les invités s'échangèrent des regards, et le courant de l'opinion publique, auparavant simplement curieux, commençait à se retourner violemment contre elle. C'est à ce moment qu'un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et au costume impeccable, s'approcha de Mathieu. C'était Monsieur Lambert, le principal investisseur de son entreprise, et un pilier de la haute société. Sa voix était basse, mais portait le poids de décennies de pouvoir. « Mathieu, » dit-il, sans quitter des yeux le garçon agrippé à la femme. Quelle situation embarrassante! Le garçon a un lien indéniable avec cette jeune femme. Il est peut-être temps de clarifier les faits avant que l'histoire qui sortira d'ici ne soit bien plus laide que la vérité. La menace était voilée, mais claire. L'image de Mathieu, et par extension de l'entreprise, était en jeu. Pressé par son pilier financier d'un côté et par le chaos familial de l'autre, Mathieu sentit le piège se refermer. C'est un malentendu, Lambert. Hélène a été une personne importante dans mon passé, c'est tout. Le mot « passé » fut le déclic pour Béatrice. Elle se tourna vers son mari, les yeux plissés en une fente de méfiance. « Passé » répéta-t-elle, la voix dangereusement maîtrisée. « Quel genre de passé, Mathieu? Quel passé un homme comme toi a-t-il avec la nounou ?» Acculé, humilié, Mathieu explosa. La façade du millionnaire, calme et en contrôle, se désintégra. « Ce n'était pas la nounou, d'accord ?» hurla-t-il, la voix rauque de désespoir, faisant sursauter tout le monde. « Nous nous connaissions depuis bien longtemps. Avant tout ça, » il fit un geste vers le luxe environnant, les lustres, les invités, Béatrice. « Avant toi, Lucas est arrivé quand je n'avais rien. Et j'ai été faible, j'ai commis une erreur, je l'ai caché. » La confession tomba comme une bombe dans le silence du salon. Chaque mot était une pelletée de terre sur le cercueil de ses mensonges. Béatrice regarda Mathieu, puis Hélène, et enfin le visage de Lucas. Et la vérité la frappa avec la force d'un choc physique. Les traits, le lien, l'histoire, tout s'emboîta dans un puzzle macabre. « Lucas » murmura-t-elle, la main couvrant sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur et de compréhension. « Il est... » Mathieu ne put la regarder. Il fixa le sol en marbre, les éclats de verre de la coupe qui avait tout déclenché, et donna la réponse qui scellerait son destin. Oui, le monde de Béatrice vola en éclats en même temps que cette coupe. Et au milieu des décombres, Hélène se releva, non plus comme la nounou, non plus comme l'humiliée, mais comme la seule pièce qui comptait, la mère. L'histoire, enfin, avait changé de propriétaire. Ce « oui » de Mathieu ne fut pas qu'un simple mot. Ce fut le son d'une digue qui cède. Le torrent de 10 ans de mensonges, de secrets et d'arrangements chuchotés inonda la salle de réception, noyant tout sur son passage. La première à être frappée par la vague
fut Béatrice. Elle fit un pas en arrière, la main toujours sur la bouche, mais ses yeux, auparavant choqués, s'enflammèrent d'une fureur glaciale. L'humiliation qu'elle avait infligée à Hélène était une égratignure. Celle qu'elle subissait maintenant était une blessure mortelle. Son mariage, son statut, le récit même de sa vie en tant qu'impeccable Madame Lefebvre, tout se révélait être une fraude. Et le pire, tout le monde regardait. Le bourdonnement de chuchotements explosa en un brouhaha fébrile. Les téléphones, auparavant discrets, étaient maintenant brandis ouvertement, les petites lumières rouges d'enregistrement clignotant comme des yeux de prédateurs dans la nuit. Le scandale ne frappait plus à la porte. Il l'avait déjà défoncé et dansait sur la table. À l'épicentre du séisme, Hélène ressentait un calme étrange et lucide. Elle serra Lucas fort contre elle, l'odeur des cheveux de son fils l'ancrant dans la réalité. Pendant des années, elle avait vécu avec la peur constante que ce moment arrive. La peur de l'exposition, de la honte, de perdre le peu d'accès qu'elle avait à son garçon. Maintenant, le pire était arrivé. La vérité avait éclaté de la manière la plus chaotique et publique possible, et elle était toujours là, debout. La peur, réalisa-t-elle, s'était transformée en autre chose, la liberté. Mathieu, cependant, ne voyait pas la liberté, il voyait la ruine. Dans son esprit, la salle de réception se transforma en une salle de réunion de crise. Chaque visage dans la foule était un actionnaire, un membre du conseil, un journaliste. Sa carrière, son empire, tout construit sur une image de contrôle et de stabilité, s'effondrait en temps réel. L'instinct de survie, aiguisé par des années dans le monde des affaires, prit le dessus. Ignorant le regard meurtrier de Béatrice et le public affamé, il se concentra sur la cause du problème, la variable qui devait être maîtrisée, Hélène. Il s'approcha d'elle, son corps créant une barrière fragile entre elle et le reste de la salle. Sa voix, quand il parla, n'était pas celle du mari humilié ou du père acculé. C'était la voix froide et pragmatique de l'homme qui conclut des marchés impossibles. « Hélène, regardez-moi », dit-il, bas et urgent. « Pensez à Lucas. Pensez à ce que cette exposition va lui faire. Un garçon de son âge, être au centre d'un scandale. Il sera harcelé à l'école, montré du doigt dans la rue. Nous devons arrêter ça, maintenant, pour son bien. » Chaque mot était une manipulation soigneusement choisie, un appel à son instinct maternel, utilisant son fils comme bouclier pour ses propres intérêts. Il la guida subtilement près d'une desserte, loin des oreilles les plus proches. Il sortit un stylo de la poche intérieure de sa veste et prit une serviette en lin. « Je vais arranger ça », continua-t-il, la voix encore plus basse. « Vous allez sortir par la porte de service. Une voiture vous attend déjà. Demain, mes avocats vous contacteront. Nous achèterons un appartement à votre nom où vous voudrez. Une pension mensuelle. Donnez-moi un chiffre, n'importe lequel. » Il griffonna sur la serviette un montant avec tellement de zéros qu'il aurait semblé un fantasme la veille. C'était une somme qui changerait la vie de n'importe qui, une fortune pour acheter le silence. Vous et lui aurez la vie que vous avez toujours méritée, sûre, confortable. Loin de tout ça, il poussa la serviette vers elle. La seule condition est que vous disparaissiez. De cette vie, de ce cercle, le contact avec Lucas sera maintenu bien sûr, mais de manière organisée, discrète. Personne d'autre n'a besoin de connaître la vérité. Hélène regarda le chiffre sur la serviette. Puis, elle leva les yeux vers le visage de Mathieu. Et pour la première fois depuis très très longtemps, elle rit. Ce n'était pas un rire de joie, mais un son court, sec et plein d'une amère ironie, le son des chaînes qui se brisent. « Vous n'avez vraiment rien compris pendant toutes ces années, n'est-ce pas, Mathieu ?» dit-elle, la voix ferme, sans le tremblement de peur qu'il était habitué à entendre. Elle repoussa la serviette vers lui. « Gardez votre argent. Il n'a jamais été la question. Toute ma vie, la seule chose que j'ai voulu, c'est le droit d'être ce que je suis. » Sa mère, elle regarda autour d'elle, le chaos qu'il craignait tant. « Vous ne faites pas ça pour le bien de Lucas. Vous le faites pour le vôtre. Vous ne voulez pas le protéger d'un scandale. Vous voulez cacher la preuve vivante de votre erreur. Vous voulez m'enfermer à nouveau dans la même cage dorée de silence où vous m'avez gardé pendant 7 ans, juste un peu plus loin.
Hélène s'agenouilla pour être à la hauteur de Lucas et ajusta le col de sa chemise. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-elle, ignorant complètement la présence de Mathieu. « Oui, maman », répondit-il, le mot sonnant haut et clair. Hélène sourit à son fils puis se releva, le corps droit, la dignité comme une armure. « L'époque où j'acceptais vos ordres pour rester dans l'ombre est terminée, » déclara-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque syllabe. Elle s'est terminée à la seconde où mon fils de 7 ans a eu plus de courage que son père n'en a jamais eu. Je ne sortirai par aucune porte. Puis, elle fit un pas à côté de Mathieu, sortant de son ombre, et s'adressa non pas à lui, mais à tout le monde. Aux invités, au téléphone, à Béatrice, au monde. Sa voix résonna, claire et inébranlable, dans le silence qui s'était installé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Hélène Moreau, et je suis la mère de Lucas. La déclaration d'Hélène, « Je suis la mère de Lucas », plana dans l'air, non comme une supplique, mais comme la revendication d'un territoire. La puissance de ces mots simples et vrais réorganisa la dynamique du salon. Mathieu resta paralysé, l'offre d'argent sur sa serviette maintenant une insulte honteuse et inutile. Les invités, simples spectateurs d'un drame, se sentirent désormais témoins d'un moment historique, la réparation d'une injustice vieille de 10 ans. Hélène, son fils en sécurité dans ses bras, n'était plus l'employée licenciée. Elle était la matriarche reniée, prenant enfin sa place. C'est dans ce vide de pouvoir que Béatrice retrouva son souffle. Le choc initial était passé, digéré et transformé en un carburant toxique et puissant, la fureur de celle qui a été publiquement effacée. Si elle ne pouvait plus contrôler le récit, elle y mettrait le feu. Un son lent et solitaire résonna dans le silence. Un applaudissement. Puis un autre. Et encore un. Tous les yeux se tournèrent vers Béatrice, qui applaudissait de manière lente et théâtrale, un sourire venimeux s'étalant sur ses lèvres. « Bravo !» dit-elle, la voix dégoulinant de sarcasme. « Oh, quelle performance ! Vraiment touchant, digne d'un prix. » Elle cessa d'applaudir et commença à tourner dans l'espace entre Hélène et Mathieu comme un requin encerclant sa proie. Son regard balaya l'audience. « Ne vous laissez pas abuser par cette scène de roman à l'eau de rose. S'il vous plaît, vous êtes plus intelligent que ça. » Elle fit un geste en direction d'Hélène. « Ce à quoi vous assistez ici n'est pas une réunion émouvante. C'est une arnaque, la plus vieille, la plus sale et la mieux exécutée que j'ai jamais vue. » Elle s'arrêta juste devant Hélène, mais continua de s'adresser à la foule, comme si Hélène était un objet exposé. « Tout le monde ici sait qui je suis, connaît ma famille, mon histoire. Mais qui est Hélène Moreau ?» La question était rhétorique, et elle y répondit elle-même. « Laissez-moi vous raconter. Hélène Moreau vient d'un village qui n'apparaît même pas sur les cartes, un endroit où la plus grande ambition est de trouver un travail dans la ville voisine. Sa famille, des gens simples, honnêtes, mais qui n'ont jamais rien eu. Chaque mot était un stylet, conçu pour rabaisser Hélène, pour la dépeindre comme une créature d'un monde inférieur. Elle a rencontré Mathieu quand il n'était qu'un jeune homme ambitieux, plein de rêves et sans un sou en poche. Et elle, très maligne, a vu là une opportunité, un billet de loterie. Elle n'est pas tombée amoureuse d'un homme, elle a investi dans un projet. La cruauté de Béatrice était méthodique, chirurgicale. Elle est tombée enceinte, une police d'assurance parfaite pour l'avenir. Et quand Mathieu, pour construire l'empire que vous admirez tous, un empire qui, permettez-moi de le rappeler, a été érigé avec le soutien et le capital de ma famille, a dû aller de l'avant, elle ne l'a pas laissé en paix. Oh non, Béatrice eut un rire sans joie. Elle a attendu, patiente, dans l'ombre. Et puis est venue la manœuvre de maître. Elle s'est proposée pour être la nounou, non par un amour maternel inébranlable, comme elle veut vous le faire croire, mais pour avoir accès, pour garder le contrôle sur son atout le plus précieux, pour étudier cette maison, cette famille, cette vie, ma vie, et attendre le moment exact pour frapper. Elle se pencha, le visage à quelques centimètres de celui d'Hélène. Chaque histoire du soir, chaque berceuse, chaque secret partagé avec mon beau-fils
était un mouvement calculé, un scénario de 7 ans qui culmine ce soir. Dans cette scène parfaitement orchestrée pour générer un maximum de sympathie et bien sûr un maximum de profit, l'attaque fut brutale, transformant chaque acte d'amour en une transaction financière, chaque sacrifice en une stratégie. Hélène sentit l'impact de chaque mot. La mention de son village, de sa famille, la fit reculer d'un pas. C'était sa vulnérabilité, la fierté de ses origines, maintenant utilisée comme une arme pour la dépeindre comme une arriviste sans scrupules. Mais quand elle baissa les yeux et vit le visage de Lucas, confus et effrayé par ce torrent de haine, la douleur se mua en force. Elle ne pouvait pas flancher, pas devant lui. Avec un calme qui exaspéra encore plus Béatrice, Hélène releva le menton. Elle ne cria pas, elle ne se défendit pas des accusations, elle les accepta. « Oui, dit-elle, la voix claire et ferme, c'est vrai, je viens d'un petit endroit, et ma famille n'a rien d'autre que son nom et son honneur. Je suis très fière d'où je viens. » Elle regarda Béatrice, non avec haine, mais avec une sorte de pitié. « Ils m'ont appris des choses que votre argent ne pourra jamais acheter. Ils m'ont appris que l'amour ne se mesure pas en chèques et que la famille n'est pas un contrat social. » Puis elle s'agenouilla à nouveau, ignorant tout le monde autour, et parla seulement à Lucas, mais avec la conviction que chaque âme dans le salon l'entendrait. « Mon amour n'écoute rien de tout ça, » dit-elle en posant ses mains de chaque côté de son visage. « Ce que nous avons, ici, à l'intérieur, » elle toucha sa poitrine puis la sienne, « n'a pas de prix. C'est notre histoire, notre vérité. Et c'est la chose la plus précieuse au monde. Personne ne peut nous l'enlever. » La réponse de Béatrice fut un grognement de frustration. Son attaque, si venimeuse et bien articulée, avait échoué. En tentant d'exposer les origines modestes d'Hélène comme une faiblesse, elle n'avait fait que souligner sa propre pauvreté d'esprit. Le murmure dans la foule changea de ton. La curiosité se transforma en désapprobation. Le regard méprisant de M. Lambert envers Béatrice était évident. La tentative d'assassiner la réputation d'Hélène s'est avérée être un suicide social pour Béatrice elle-même, qui se retrouvait maintenant isolée, seule sur son île de privilèges et de rancœur. La vulnérabilité d'Hélène, une fois exposée à la lumière, se révéla être sa plus grande force. Le silence qui suivit la réponse d'Hélène était différent. Ce n'était plus un silence de choc, mais de jugement. Le récit de Béatrice, si soigneusement construit pour dépeindre Hélène comme une méchante rusée, s'était brisé contre le mur silencieux de la dignité de l'autre. Béatrice resta au centre du salon, exposée et livide de rage, n'ayant réussi qu'à prouver la cruauté de son propre caractère. Mathieu, quant à lui, était à la dérive dans un océan d'options impossibles, chacune menant à un type de désastre différent. D'un côté, sa femme, dont la famille était l'épine dorsale de son empire financier, de l'autre, la mère de son fils, qui détenait maintenant tout le capital moral de la pièce. La situation était dans une impasse tendue et paralysante. Personne ne savait quel serait le prochain coup sur l'échiquier, et le public d'élite observait, fasciné, l'échec et mat social qui se déroulait. C'est alors que M. Lambert se déplaça. Il n'était pas l'homme le plus riche ou le plus bruyant du salon, mais sa présence portait une gravité que l'argent seul ne peut acheter. Des décennies d'intégrité, de décisions commerciales qui avaient façonné l'économie de la ville, avaient fait de lui une institution. Sa marche lente et délibérée du bord du cercle vers son épicentre fit reculer tout le monde, ouvrant un passage comme pour une royauté. Il ne regarda ni Béatrice, ni Hélène. Ses yeux, perçants et déçus, étaient fixés sur Mathieu. Il posa une main lourde sur l'épaule de Mathieu, un geste à la fois paternel et sévère. Mathieu tressaillit au contact. Mathieu, la voix de Lambert était basse, mais résonna dans le salon silencieux comme le tonnerre. « Regarde-moi, mon garçon. » Il fallut un moment, mais Mathieu leva enfin les yeux, rencontrant le regard de l'homme qui avait été le mentor de son défunt père. « Je t'ai connu quand tu étais un gamin qui cirait ses propres chaussures. Ton père, mon meilleur ami,
me disait que ton plus grand atout n'était pas ton ambition mais ton caractère. Il aurait eu le cœur brisé de voir l'homme que tu es devenu ce soir. Le reproche n'était pas une attaque, c'était une lamentation, et pour cette raison, il coupa plus profondément. Lambert se tourna légèrement, assez pour inclure Hélène et Lucas dans son champ de vision. Son expression s'adoucit une fraction de seconde. « Je ne suis pas juge de tes erreurs passées, nous en commettons tous, mais j'ai passé ma vie à apprendre à juger la valeur des choses. » Son regard balaya l'opulence du salon, les robes coûteuses, les bijoux étincelants. « Et rien de tout cela, dit-il avec une conviction tranquille, ne vaut ce que je vois là-bas. » Il désigna discrètement du menton. « Je vois une mère prête à être humiliée, licenciée, calomniée, mais qui ne recule pas d'un centimètre quand il s'agit de protéger son fils. Ça, Mathieu, ce n'est pas une arnaqueuse, ça s'appelle la force, ça s'appelle la décence. » Il se retourna, le poids total de son autorité retombant sur Mathieu. « Ce désordre que votre femme a créé n'est plus une affaire privée. Demain, le nom de notre entreprise sera dans tous les journaux, associé à ce spectacle de cruauté. Notre réputation que nous avons mis 50 ans à construire pourrait être détruite en un week-end. » La menace était limpide. « Tu as donc un choix. Tu peux quitter cette pièce comme l'homme qui, malgré ses erreurs, a eu le courage d'agir avec honneur à la fin. Ou tu peux sortir comme le lâche qui a permis au venin et à la vanité de détruire non seulement sa famille, mais aussi l'héritage de son père. » Il se pencha. Sa voix un murmure que seuls Mathieu et Béatrice purent entendre. « Et souviens-toi, le conseil d'administration se réunit lundi et nous protégeons toujours notre investissement. » Le coup fut dévastateur. La menace abstraite d'un scandale social devint la réalité concrète d'une ruine professionnelle. Le visage de Mathieu perdit toute couleur. Béatrice, voyant son pouvoir s'évaporer, tenta désespérément d'intervenir. « Lambert, avec tout le respect que je vous dois, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Cette femme, Lambert la fit taire, non avec un mot, mais avec un regard froid et final, qui la congédia comme si elle était une enfant capricieuse. « Au contraire, Madame Lefebvre, dit-il, le ton formel étant la plus grande des insultes. Je sais exactement ce qui compte. Je sais que le seul véritable héritage de cet enfant vient du sang qui coule dans ses veines, pas de l'encre sur un certificat de mariage. » L'alliance était formée. Ce n'était pas un accord, mais une reconnaissance. Une des voix les plus respectées de la ville venait de valider publiquement Hélène, et du même souffle de délégitimer Béatrice. Hélène regarda M. Lambert, et à travers la foule, leurs regards se croisèrent. Il lui fit un signe de tête presque imperceptible, un geste de respect entre deux guerriers de mondes différents. À ce moment, Hélène sut qu'elle n'était plus seule dans son combat. Mathieu, enfin, comprit la dimension de son erreur. Il n'était plus en contrôle de la situation. L'argent ne pouvait pas réparer, les menaces ne pouvaient pas contenir. Il regarda le visage furieux de Béatrice, le visage sévère de Lambert et enfin le visage calme et résolu d'Hélène. Elle n'était plus le fantôme de son passé. Elle était soudain la seule personne qui pouvait sauver son avenir. L'intervention de M. Lambert laissa un vide dans le salon. L'autorité de Béatrice avait été publiquement démantelée, celle de Mathieu fatalement compromise. Un instant, il sembla que la victoire morale d'Hélène était complète. La voie était libre pour les avocats, les accords et une longue et douloureuse guerre de récits. Mais au milieu du champ de bataille silencieux, Hélène sentit un tremblement. Il ne venait pas du sol, ni des murmures du public. Il venait du petit corps agrippé à sa taille. Elle baissa les yeux. Lucas, qui avait été jusqu'alors son petit soldat courageux, était à bout. Ses épaules tremblaient de manière incontrôlable. Sa tête, autrefois levée en signe de défi, était maintenant enfouie dans sa robe, essayant de bloquer la cacophonie des regards et des chuchotements. Un sanglot bas et étranglé lui échappa. Un son de pure angoisse enfantine qui transperça le cœur d'Hélène avec la précision d'un couteau. À cet instant, la victoire perdit toute sa saveur. Le regard approbateur de M. Lambert, le visage défait de Mathieu, la fureur impuissante de Béatrice, rien de tout cela n'importait. À quoi bon gagner le monde si le prix était la souffrance de son fils?
Le champ de bataille n'était pas une scène pour sa justification. C'était une chambre de torture pour un enfant de 7 ans. La lionne qui se battait pour la justice recula, et à sa place surgit la mère qui devait par-dessus tout trouver un abri pour son petit. Avec une tendresse qui contrastait brutalement avec la tension ambiante, Hélène s'agenouilla, créant un sanctuaire autour de Lucas avec ses bras. Elle écarta une mèche de cheveux de son front en sueur. « Hé, mon chevalier !» murmura-t-elle, la voix juste pour lui. « Tout va bien, la bataille est finie. On rentre à la maison. » Il leva les yeux vers elle, le visage maculé de larmes, et la confiance qu'il plaça dans ce regard donna à Hélène la force de faire ce qui devait être fait. Elle se releva, mais pas pour affronter Béatrice ou faire appel à Lambert. Ses yeux croisèrent ceux de Mathieu avec une clarté nouvelle et effrayante. La colère, la douleur, le ressentiment des années avaient disparu, remplacés par une résolution d'acier. « Assez », dit-elle, la voix basse, mais coupant l'air comme un scalpel. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. « Regarde-le, Mathieu. Oublie les actionnaires, oublie ta femme, oublie ta fierté, regarde ton fils. Il n'est pas une clause dans un contrat ou un actif à gérer, c'est un enfant. Et il est en train de se briser en morceaux devant toi. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « J'ai passé les 7 dernières années à vivre dans la peur, à accepter tes règles, tes miettes de temps, juste pour pouvoir rester près de lui. Aujourd'hui, j'ai cessé d'avoir peur de toi, mais j'ai commencé à avoir peur pour lui. » Elle regarda autour d'elle, le cirque de téléphones et de regards voraces. « Ça, dit-elle avec mépris, ça va le détruire. Une guerre dans les tribunaux, dans les journaux, à la porte de l'école, je ne laisserai pas ça arriver. » Hélène fit un pas en avant, et le monde sembla retenir son souffle. « Alors, voici mon offre finale, ma seule offre. » Elle parla avec la précision de quelqu'un qui dicte les termes d'une reddition. « Je renonce à tout. Tu m'entends, Mathieu? Tout. Je ne veux pas un centime de ton argent. Je ne veux pas ton nom de famille pour Lucas. Je ne veux ni pension, ni appartement, ni un titre de journal me qualifiant de mère lésée. Je signerai n'importe quel papier que tes avocats me présenteront, renonçant à tout droit futur sur ton patrimoine. Je disparais de ta vie et de la vie de tous ces gens. Le scandale meurt ici, ce soir. Je te rends ton silence. » Le silence dans le salon était absolu. Mathieu la fixait, incrédule. Béatrice sentit une vague d'espoir triomphant. C'était trop beau pour être vrai. « Mais, » continua Hélène, et le mot tomba avec le poids d'une sentence, « il y a une condition. Une. Non négociable. » Sa main se posa protectrice sur l'épaule de Lucas, le tenant près d'elle. « J'emmène mon fils. Avec moi. Hors de cette pièce. Et hors de ta vie. » Maintenant, le sacrifice fut révélé. Pour sauver son fils du traumatisme de la guerre, elle était prête à renoncer à sa propre justice, à toute sécurité financière, à tout. Elle offrait à Mathieu la solution parfaite à son problème d'image, mais au coût le plus impensable. Béatrice, incapable de contenir la joie de la victoire imminente, murmura à son mari « Mathieu, accepte. C'est la solution parfaite. Ils disparaissent. Le problème disparaît. Pense aux affaires. » Pour elle, l'enfant n'était qu'un détail, un dommage collatéral. Mais Mathieu était paralysé. La proposition d'Hélène l'avait frappé d'une manière qu'aucune menace de Lambert ou attaque de Béatrice n'avait réussi. Il n'avait jamais imaginé une vie sans Lucas. Lucas était l'héritier, la continuation de son nom, la pièce maîtresse de son héritage. L'idée de simplement le laisser partir était un abîme qu'il n'avait jamais contemplé. Le garçon, qu'il avait traité jusqu'alors comme une responsabilité à gérer, devint soudain réel, une présence qui pouvait être perdue à jamais. Pour la première fois, Mathieu fut forcé de regarder son fils non comme un concept, mais comme son fils. Et le choix qu'Hélène lui présentait ne concernait pas l'argent ou la réputation. Il s'agissait d'être un père ou d'être seulement un millionnaire. Il regarda le visage terrifié de Lucas, puis la détermination inébranlable d'Hélène. Elle ne bluffait pas. La femme qu'il avait toujours réussi à contrôler avec l'argent et le pouvoir le mettait maintenant au pied du mur, avec la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter,
l'amour inconditionnel d'une mère prête à tout sacrifier pour son enfant. La salle entière attendait sa réponse, mais il ne pouvait entendre que le battement frénétique de son propre cœur face à un choix impossible. L'ultimatum d'Hélène flottait dans l'air, lourd et absolu. Pour Mathieu, la salle de réception devint un vide où seules les voix dans sa tête se faisaient la guerre. D'un côté, la voix froide et pragmatique de Béatrice résonnait dans son esprit, parlant de contrats, d'alliances familiales, de l'architecture du pouvoir qui soutenait l'empire qu'il dirigeait. « Laisse-les partir, Mathieu. C'est propre, c'est logique. Le garçon n'est qu'un enfant. Il s'adaptera. L'entreprise doit survivre. » C'était la voie de la vie qu'il avait choisie, une vie de bilan trimestriel, de jets privés et d'applaudissements lors d'événements caritatifs. Une vie où les émotions étaient des passifs à atténuer. Perdre Lucas serait un inconvénient, mais perdre l'entreprise serait la fin de son monde. Mais une autre voix, plus ancienne et presque oubliée, commença à murmurer. C'était une voix qui ne parlait pas de chiffres, mais d'images. Un flash de main minuscule, serrant son doigt avec une force surprenante, l'odeur de talc pour bébé dans une chambre qu'il visitait à peine, un dessin fait au crayon de cire, froissé, qu'il avait trouvé dans la poche d'un manteau, un grand homme en cravate, un petit garçon et une femme avec un immense sourire et des cheveux bruns. À l'époque, il avait supposé que la figure féminine était une institutrice. Maintenant, la vérité le poignardait. C'était Hélène. C'était toujours Hélène. Il regarda le visage de son fils, la terreur authentique dans ses yeux et la voix de l'héritage de son père, ramenée à la surface par Lambert, sonna comme un coup de tonnerre, l'honneur avant le profit. Mathieu était prisonnier au carrefour de son âme, partagé entre le roi qu'il était devenu et le père qu'il n'avait jamais été. Ce fut Lucas qui le libéra de sa paralysie. Sentant l'hésitation de son père, le sacrifice de sa mère et le poids du monde sur ses épaules de 7 ans, il prit une décision. Avec une solennité qu'aucun enfant ne devrait posséder, il lâcha la robe d'Hélène. Le petit acte d'indépendance attira l'attention de tous. Lentement, il plongea la main dans la poche intérieure de son petit blazer, une poche secrète qu'Hélène y avait cousue pour qu'il puisse garder ses trésors les plus importants. Sa main en ressortit tenant un petit rectangle de papier, plié et usé sur les bords, doux, à force d'être manipulé. Ce n'était pas un jouet ni un bonbon. C'était une photographie. Il ne la montra ni à son père ni à sa mère. Avec un courage qui fit honte à tous les adultes dans la pièce, il se tourna et fit les quelques pas qui le séparaient du centre de la scène de son humiliation. Il se posta face à la foule, au téléphone, au monde, et à 2 mains, il leva la photographie. L'image, projetée sur les écrans géants qui affichaient auparavant les logos des sponsors de l'événement, fit taire le dernier des chuchotements. Ce n'était pas une photo professionnelle, prise en studio. C'était un portrait intime, délavé par le temps. On y voyait une Hélène de 20 ans, le visage fatigué mais rayonnant d'un bonheur pur, tenant un nouveau-né, enveloppé dans une simple couverture d'hôpital. Il n'y avait aucun luxe dans l'image, aucun nom de famille, aucune ombre d'un empire. Il n'y avait que la vérité universelle et indéniable d'une mère et de son fils lors de leur premier jour au monde. L'amour sur cette photo était si palpable, si absolu, qu'il rendait toute la discussion sur l'argent et le statut obscène. Lucas baissa la photo et regarda directement Mathieu. Sa voix, maintenant, n'avait plus de pleurs, ni de colère. Elle n'avait qu'une certitude calme et finale. « Je ne veux pas l'argent », dit-il, chaque mot un verdict. « Je ne veux pas la grande maison. Je ne veux pas les jouets. » Il marqua une pause et son regard croisa celui d'Hélène à travers la pièce. « Je veux ma maman ?» Ce fut le coup de grâce. Ce n'était plus l'ultimatum d'Hélène, c'était le choix de son fils. Le choix entre un empire de choses et un royaume d'amour. La preuve finale ne concernait pas la paternité, mais l'appartenance. L'armure de Mathieu se désintégra. Toute la logique, toute la peur, toute la lâcheté se dissolvirent devant cette simple et puissante déclaration d'amour. Il vit la photo, l'image d'un passé qu'il avait tenté d'enterrer, et entendit son fils choisir ce passé plutôt que tout l'avenir doré qu'il pouvait offrir.
L'équipe mère-fils, avec un sacrifice et une preuve, avait gagné. Mathieu n'ose même pas, siffla Béatrice, voyant la décision se former dans les yeux de son mari. Mais il ne l'entendit pas. Il fit un pas en avant, puis un autre, les yeux fixés sur Lucas. Et puis le tout-puissant Mathieu Lefebvre, devant l'élite de la ville, s'agenouilla. Il descendit de son trône, de sa hauteur, de son pouvoir, jusqu'à être au même niveau que son fils. Des larmes, chaudes et inconnues, jaillirent de ses yeux. « Tu as raison, mon fils. » Sa voix se brisa, cassée par le poids de son repentir. « Tu as entièrement raison. Pardonne-moi. » Il leva alors le visage, et le regard qu'il posa sur Hélène n'était pas celui d'un patron, d'un ex-amant ou d'un adversaire. C'était un regard de reddition complète, un appel. « Hélène, » dit-il, la voix étranglée, « ne partez nulle part. S'il vous plaît. » Cette scène vous a aussi serré la gorge. La force d'une mère, la loyauté d'un fils et le pouvoir de la vérité viennent de renverser complètement la situation. Croyez-vous que le véritable amour familial est la force la plus puissante qui soit, capable de briser n'importe quelle barrière d'orgueil, d'argent et de mensonge? Si votre réponse est oui, et si vous avez été ému avec eux, laissez un grand oui dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là avec moi à soutenir cette famille. La demande de pardon de Mathieu, prononcée à genoux, ne ramena pas le silence dans le salon. Au contraire, ce fut comme un coup de tonnerre qui annonce enfin la tempête. Le barrage de la bienséance sociale se rompit complètement. Le son qui s'éleva n'était plus celui de chuchotements discrets, mais d'exclamations ouvertes, de discussions animées et du clic incessant et vorace des caméras des téléphones. Le drame privé de la famille Lefebvre était devenu un spectacle public, et le public, autrefois passif, se sentait maintenant partie prenante de l'histoire, avide d'assister au dénouement. Au milieu de cet ouragan, Béatrice se tint. Elle regarda son mari, toujours à genoux, non pas pour elle, mais pour l'ancienne nounou. Elle vit le regard méprisant de M. Lambert. Elle vit sur les visages de ses amis, non pas de la solidarité, mais un mélange fasciné de pitié et de satisfaction devant sa chute. En un seul instant, elle comprit qu'elle avait tout perdu. Pas son mari, pas l'argent, mais quelque chose qu'elle appréciait bien plus. Son statut, son image, l'envie qu'elle avait tant cultivée. Et dans sa défaite, elle trouva un dernier vestige de son ancienne arrogance. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. La colonne vertébrale droite comme une tige d'acier, elle se tourna. Sans un mot, elle commença à marcher vers la sortie principale. La foule, comme les eaux de la mer, s'ouvrit pour elle. Sa marche fut la plus longue et la plus solitaire de sa vie, chaque pas un écho de son humiliation finale, sous les regards de centaines de personnes qui, une heure auparavant, la qualifiaient de reine de la société. La porte se referma derrière elle, concluant un chapitre de sa vie d'un coup sourd. Mathieu, quant à lui, ne sembla même pas le remarquer. Il se releva lentement, le regard toujours fixé sur Hélène et Lucas, comme un naufragé qui aperçoit la terre ferme. Le bruit, les lumières, le chaos environnant semblait lointain, sans importance. Il fit un geste à son chef de la sécurité, un homme corpulent qui apparut instantanément à ses côtés. « Antoine, sortez-nous d'ici, maintenant. Conduisez-nous à la bibliothèque et ne laissez entrer personne. » C'était la première décision qu'il prenait, non pas en tant que PDG gérant une crise, mais en tant qu'homme, essayant de protéger ce qui restait de sa famille. Entourés d'un cercle de gardes du corps, ils entamèrent leur propre traversée du salon. Et c'est dans ce couloir humain, au milieu des visages curieux et des flashs d'appareils photo, qu'Hélène sentit la véritable dimension du changement. Les mêmes personnes qui l'avaient observée avec dédain lorsque sa robe avait été tachée, la regardaient maintenant avec une admiration réticente, avec respect. Elle n'était plus invisible. Son esprit, maintenant vif et clair, revisita la soirée, non comme une victime, mais comme une stratège analysant le champ de bataille. La tache de vin sur sa robe ne brûlait plus comme une honte. C'était la marque du premier coup de feu d'une guerre qu'elle ne savait pas qu'elle était sur le point de gagner.
Les accusations cruelles de Béatrice, qui avait tenté de la définir par ses origines modestes, sonnaient maintenant comme le cri désespéré d'une reine dont le château de cartes s'effondrait. L'argent offert par Mathieu, la tentative de l'acheter et de la faire taire, fut le moment où elle réalisa qu'il avait complètement oublié qui elle était, et cela, paradoxalement, la libéra du besoin de son approbation. Le courage de Lucas fut l'étincelle. L'intervention de Lambert fut le vent qui attisa les flammes. Chaque humiliation, chaque coup avait été un test de sa dignité, de son amour, de sa résilience. Et elle avait réussi. Elle comprit, avec une clarté qui lui coupa le souffle, que le silence qu'elle avait gardé pendant 7 ans n'était pas une démonstration de force, mais les barreaux de sa propre prison. La vérité, aussi laide et chaotique que fut sa révélation, était la seule clé. Enfin, la lourde porte en chêne de la bibliothèque se ferma et le bruit du monde extérieur s'éteignit, étouffé par des murs tapissés de livres et de secrets de générations. Le silence à l'intérieur était dense, plein d'attentes. Lucas, épuisé, se blottit sur un grand canapé en cuir, son pouce trouvant le chemin de sa bouche. Mathieu resta debout près de son bureau massif, les mains dans les poches, ressemblant à un étranger dans sa propre forteresse. Il avait cédé le commandement. Il l'attendait. Hélène sentait le pouvoir entre ses mains, un pouvoir qu'elle n'avait jamais cherché, mais qu'elle possédait maintenant. Les excuses de Mathieu étaient un début, un pas crucial, mais c'était un acte né du désespoir et de la pression publique. Ce n'était pas assez, pas pour effacer 7 ans, pas pour construire un avenir pour Lucas. Pour cela, il fallait une fondation, pas les décombres d'une démolition. La justice ne pouvait pas être seulement un sentiment. Elle devait être une structure. Elle se dirigea vers le canapé et retira les chaussures de Lucas, le couvrant d'un plaid en cachemire qui était plié à proximité. Il s'endormit presque instantanément, un ange inconscient du tremblement de terre qu'il avait provoqué. Son fils enfin en paix, Hélène se tourna vers son père. L'ère de la nounou était terminée. L'ère de la mère ne faisait que commencer. Sa voix, quand elle parla, était calme, sans trace d'accusation, mais avec une autorité incontestable. Mathieu. Il leva les yeux. La fête dehors est finie. Le spectacle pour les autres est terminé. Elle regarda son fils, endormi, puis de nouveau vers lui. Maintenant, la vraie conversation commence. Elle se dirigea vers le bureau et s'assit sur la chaise destinée aux visiteurs les plus importants, non comme une suppliante, mais comme une égale. Nous allons tous les deux arranger les choses, pas pour nous, mais pour lui. Nous allons avoir la conversation que nous aurions dû avoir il y a 7 ans, quand tu m'as demandé de choisir entre ton avenir et le droit de notre fils, de m'appeler maman. La porte en chêne se ferma, avec un clic lourd et définitif, les isolant du monde. Le chaos du salon aurait pu être sur une autre planète. Là, dans la quiétude solennelle de la bibliothèque, il ne restait plus que 3, le père, la mère et le fils endormis, qui étaient le centre de leur univers brisé. Mathieu resta debout, mal à l'aise, et déplacé au milieu de son propre sanctuaire de pouvoir. Il regarda Hélène, assise sur la chaise en face de son bureau, et pour la première fois, ne sut que dire. Les outils qu'il utilisait pour naviguer dans le monde, l'autorité, l'argent, le charme, étaient inutiles en ce lieu. « Hélène, commença-t-il, la voix rauque, je suis désolé. Pour tout. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Je sais, l'interrompit-elle, non avec colère, mais avec une lassitude qui semblait venir des siècles. Mais être désolé est un sentiment, Mathieu, et nous sommes bien au-delà des sentiments. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de vérité, et d'un règlement de compte. Elle se redressa sur sa chaise, la posture droite, la voix égale. Cette nuit ne concernait pas l'humiliation du vin, ni les accusations de Béatrice. Elle concernait la rupture d'une promesse. La première et la plus importante promesse que tu m'aies faite. Ses yeux semblaient voir à travers lui, à travers les années, jusqu'à une petite chambre d'hôpital stérile. Tu te souviens? Lucas avait un jour. Tu étais assis où je suis maintenant, tenant sa petite main, et tu as pleuré. Le souvenir le frappa, vif et douloureux. Tu m'as regardé, et tu as dit « Ce sera temporaire, Léna. Je le jure,
Juste le temps que je lance l'entreprise, que j'ai quelque chose à vous offrir. Nous serons une famille, je te le promets. Elle répéta les mots exacts, et il sentit chacun d'eux comme un coup. Cette promesse a été la fondation sur laquelle j'ai construit les 7 dernières années de ma vie. Et tu l'as démolie, brique par brique. Il ouvrit la bouche pour se défendre, pour expliquer, mais elle leva la main, le faisant taire. « Laisse-moi parler. Tu me dois bien ça. » Il ferma la bouche et acquiesça. Le temporaire est devenu un an, continua-t-elle, sa voix une chronique méthodique de sa douleur. Puis 2, les visites sont devenues plus courtes, les appels téléphoniques plus espacés. Et puis, tu as rencontré sa famille. Et j'ai compris. Je n'ai pas été remplacé par une autre femme, Mathieu. Notre fils et moi avons été échangés contre une opportunité d'affaires. Notre avenir a été le prix que tu as payé pour un siège au conseil d'administration. L'accusation était froide, factuelle, et pour cette raison, 1000 fois plus dévastatrice qu'un cri. Et puis tu m'as fait l'offre la plus cruelle de toutes, dit-elle, la voix tremblant pour la première fois. Tu m'as offert un emploi pour être la nounou de mon propre fils. Et moi, effrayé de le perdre pour toujours, j'ai accepté. Elle secoua la tête, un rire amer s'échappant. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de vivre sous le même toit que ton enfant et de devoir l'appeler pour le dîner comme si c'était une tâche, d'entendre une autre femme être appelée « maman » à sa fête d'anniversaire pendant que je sers le gâteau? Sais-tu ce que c'est que de le voir pleurer la nuit, de courir dans sa chambre pour le calmer, puis de devoir sortir sur la pointe des pieds comme une employée quand chaque fibre de mon être hurlait de m'allonger à côté de lui et de me protéger jusqu'à l'aube? Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit coulaient maintenant librement sur son visage. Tu ne me payais pas un salaire pour m'occuper de Lucas. Tu me payais pour que je renonce à mon âme, chaque jour, un morceau à la fois. Tu m'as acheté, Mathieu, et je me suis laissé vendre, parce que c'était le seul moyen d'être près de lui. Mathieu s'effondra sur sa propre chaise, le visage entre les mains, les épaules secouées de sanglots. Chaque modèle était un miroir, le forçant à voir le monstre que ses ambitions avaient défait de lui. « Je sais, mon Dieu, je sais, » sanglota-t-il. « J'ai été un lâche. Un faible. Dis-moi ce que tu veux, Hélène. N'importe quoi. La moitié de tout. Tout. C'est à toi. Dis-moi simplement comment réparer ça. » Hélène essuya ses larmes avec le dos de sa main. La partie émotionnelle de la conversation était terminée. Maintenant, la partie pratique commençait. « Il ne s'agit pas de réparer le passé. C'est impossible, » dit-elle, le calme revenant dans sa voix. Il s'agit de construire l'avenir de Lucas. Et pour ça, je n'ai pas besoin de ta charité. J'ai besoin que tu reconnaisses la vérité. Elle se pencha en avant et ouvrit son simple sac à main, le même que Béatrice avait regardé avec tant de dédain. De l'intérieur, elle sortit une enveloppe en papier craft, vieillie et douce au toucher. Elle la posa sur le bureau en acajou poli, un objet humble et déplacé au milieu de tant de luxe. Je suppose que tu n'as jamais pensé que je garderais ça. Les mains tremblantes, Mathieu prit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un document plié, jauni par le temps. Il le déplia. C'était un acte de reconnaissance de paternité et accord de responsabilité parentale sous 5 privés. Il avait été rédigé sur du papier à en-tête d'un petit cabinet d'avocats de la ville natale d'Hélène et signé par eux deux, avec les signatures certifiées à la mairie locale, daté d'1 semaine après la naissance de Lucas. Là, en langage juridique clair, lui, Mathieu Lefebvre, reconnaissait être le père et s'engageait à subvenir aux besoins et à participer à la vie de l'enfant, conjointement avec la mère, Hélène Moreau. « Tu m'as dit que c'était juste une formalité pour me rassurer, » dit doucement Hélène. « Tu as dit qu'on s'occuperait de l'enregistrement officiel quand le moment serait venu. Le bon moment n'est jamais arrivé. » Elle le fixa, les yeux fermes et clairs. « Je n'ai jamais utilisé ce document, je n'ai jamais engagé de procédure, jamais rien exigé. J'ai fait confiance à ta parole, à ta promesse. Je l'ai gardé non comme une arme, mais comme l'acte de naissance d'une famille que je croyais qui deviendrait un jour réelle. » Le document reposait entre eux, plus lourd que n'importe quelle montagne d'argent. C'était la preuve physique de sa trahison.
Pas une trahison d'infidélité, mais une trahison d'honneur. Il ne pouvait pas nier, ne pouvait pas argumenter. La supériorité morale qu'Hélène avait acquise cette nuit était maintenant aussi une base légale inattaquable. Le point culminant de la bataille était terminé. Maintenant, la négociation de la paix allait commencer, et pour la première fois, elle en dicterait les termes. Mathieu tenait le document jauni dans ses mains, et le papier semblait peser 1 tonne. Ce n'était pas la menace légale qui l'écrasait, mais le poids de la foi qu'Hélène avait placée en lui, une foi qu'il avait méthodiquement trahie pendant 2740 jours. Sa signature, arrogante et fleurie, le fixait depuis le passé, un fantôme de l'homme qu'il aurait pu être, l'homme qu'il avait promis d'être. Chaque ligne de l'accord était un rappel de son honneur perdu. Il comprit enfin que le silence d'Hélène pendant toutes ces années n'avait pas été un signe de faiblesse ou d'acceptation. Ça avait été un acte de miséricorde, un acte d'amour. Elle lui avait donné 7 ans pour tenir sa parole, attendant patiemment le retour de l'homme qu'elle avait aimé. Il leva les yeux, et pour la première fois, il la vit vraiment, pas comme la nounou, pas comme un problème à gérer, pas comme une erreur du passé. Il vit Hélène Moreau, la femme d'une force démesurée qui avait navigué l'enfer qu'il avait créé avec une dignité qu'il ne posséderait jamais. « Tu aurais pu me détruire », murmura-t-il, la voix étranglée par une admiration terrifiée. « Avec ce papier, avec l'histoire, à n'importe quel moment au cours des 7 dernières années, tu aurais pu tout anéantir. Mes affaires, mon mariage, ma réputation. Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu jamais fait ?» La réponse d'Hélène fut simple, directe, et démolit la dernière de ses défenses. « Parce que je n'ai jamais voulu détruire le père de mon fils, » dit-elle, la voix douce mais ferme. « J'ai continué à espérer qu'il redeviendrait l'homme qui a eu le courage de signer ce papier. L'homme qui a pleuré de joie en tenant son fils pour la première fois. Je n'ai pas renoncé à toi, Mathieu, même après que tu aies renoncé à nous. » Sa sincérité fut sa capitulation finale. Il n'y avait plus rien à dire sur le passé. La dette était impayable. Il ne restait que l'avenir. « Alors, parlons-en, » continua Hélène, prenant le contrôle de la situation. « Parlons des termes d'une paix durable. Pas d'un cessez-le-feu, mais d'une paix. Et les termes ne sont pas les miens. Ce sont ceux de Lucas. » Mathieu se contenta d'acquiescer, prêt à entendre sa sentence. « Premièrement, la reconnaissance. » commença-t-elle, méthodiquement. « Demain, à 9 heures, toi et moi serons à la première mairie que nous trouverons. Lucas sera officiellement déclaré avec ton nom de famille et avec le mien. Son nom racontera la vérité de son histoire. Il a un père et il a une mère. Deuxièmement, l'honnêteté, poursuivit-elle, le regard fixé sur lui. La farce est terminée. En public et en privé, je ne suis plus ton employé. Je suis la mère de ton héritier, et c'est ainsi que tu te référeras à moi et me présenteras à tout le monde. Ta famille, tes amis, tes associés, sans hésitation, sans honte, toute la vérité, à partir de maintenant. Troisièmement, la stabilité, dit Hélène, sa voix gagnant une nouvelle intensité. Je ne veux pas de ton manoir, ni de ton appartement de luxe, mais Lucas a besoin d'un foyer, un endroit où il peut être un enfant, loin de toute cette folie, un endroit qui soit à lui. Tu nous trouveras une maison, une vraie maison, avec un jardin, dans un quartier calme, et elle sera à son nom, un sanctuaire que personne, plus jamais, ne pourra nous enlever. Elle marqua une pause, rassemblant ses forces pour le dernier et plus important terme. Et, finalement, Mathieu, la présence, c'est le terme non négociable. Il se pencha en avant, tendu. Je refuse ton argent s'il remplace ton temps. Je n'élèverai pas mon fils avec une pension confortable pendant que tu voyages à travers le monde. Tu seras un père, un vrai. Tu annuleras des réunions pour aller à ses matchs de foot. Tu seras là pour l'aider avec ses devoirs. Tu découvriras quel est son plat préféré, quelle est sa plus grande peur. Tu ne rachèteras pas l'amour de ton fils, Mathieu. Tu le gagneras, minute par minute, jour après jour. Elle avait terminé. Les termes étaient sur la table. Ils étaient simples, justes, et pour un homme comme Mathieu, plus difficiles à respecter que n'importe quelle transaction multimillionnaire. Un instant, le vieux Mathieu refit surface. Le PDG, le solutionneur de problèmes.
D'accord, oui, c'est comme si c'était fait, dit-il en prenant son téléphone. Je vais appeler mon avocat tout de suite. Il rédigera les contrats pour la maison, la modification des documents, la création d'un fonds. Non, l'interrompit fermement Hélène. Il s'arrêta, la main planant sur le téléphone. Tu n'as pas compris. Je ne veux pas que tes avocats règlent ta paternité. Je veux que tu la règles. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit dehors. Je veux que tu sentes l'odeur de la peinture fraîche dans la maison que nous choisirons. Je veux que tu tiennes le stylo à côté de moi, à la mairie. Je veux que le premier acte de ta rédemption soit ton acte, pas celui d'un de tes employés. Le coup final atteignit sa cible. Il comprit enfin. Elle ne lui donnait pas une liste d'exigences pour mettre fin à un conflit. Elle lui offrait une carte. Un chemin de retour vers l'honneur, un chemin de retour vers son fils. Un silence profond emplit la pièce. Mathieu se leva. Mais au lieu de se diriger vers le téléphone, il contourna son bureau imposant, le symbole de son pouvoir, et s'approcha d'elle. Il prit l'ancien document qu'elle avait apporté, le symbole de sa promesse rompue, et le plaça côte à côte avec une feuille de papier à en-tête avec le logo de son entreprise. Il prit une lourde plume de son encrier en argent. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, la voix incertaine. « Le premier pas » répondit-il, la voix rauque mais claire. Et il commença à écrire. « Je rédige une lettre, une déclaration, au conseil d'administration, à la presse, à qui voudra la lire. Pas une note de relations publiques, la vérité. Sur toi, sur Lucas, sur mes erreurs. L'honnêteté ne commence pas demain à la mairie. Elle commence ici, maintenant. » Il écrivit un moment, puis s'arrêta, la regardant. « Et tu as raison pour le reste. Mais tu vois petit. » Il prit une autre feuille. « La maison sera un détail. Lucas ne sera pas seulement mon héritier dans un testament. Il sera légalement reconnu comme mon premier-né, avec tous les droits et privilèges. » Et plus que ça, il regarda son fils endormi sur le canapé. « Je vais prendre un congé. 6 mois. Pour la première fois de ma vie, je vais apprendre à être le père qu'il mérite. » Il lui tendit la plume. « Mais je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de toi. » À cet instant, la victoire d'Hélène fut complète. Ce n'était pas une victoire de l'un sur l'autre, mais une victoire pour l'âme d'une famille. Elle n'avait pas seulement gagné la bataille, elle avait sauvé l'homme qu'elle avait un jour aimé des ruines du roi qu'il était devenu. La plume de Mathieu reposait sur la déclaration fraîchement écrite. Les mots, gravés à l'encre noire sur le papier à en-tête, étaient plus qu'une confession. Ils étaient l'acte de propriété d'un nouvel avenir, un contrat d'un homme avec sa propre âme. Dans la quiétude de la bibliothèque, l'écho de la bataille se dissipa enfin, laissant derrière lui un silence fragile, chargé non de tension, mais d'une possibilité incertaine. La guerre était finie. Maintenant, il devait apprendre à vivre en paix. Le premier défi était le monde extérieur. La salle de réception, avec ses vautours sociaux et ses caméras, les attendait encore. Mathieu, cependant, ne se déplaçait plus comme le PDG acculé. Il se déplaçait comme un père. Il prit l'interphone sur son bureau. « Antoine, dit-il, la voix ferme, dénuée de panique, préparez la voiture à l'entrée principale, pas à la sortie de service, la principale, et demandez à l'une des employées d'apporter le manteau de Madame Moreau, s'il vous plaît. » Le titre, Madame Moreau, plana dans l'air un instant. Ce n'était pas Hélène, la nounou, ce n'était pas Léna, le surnom intime. C'était un titre de respect, une reconnaissance publique prononcée pour la première fois. Hélène l'entendit et sentit un petit, mais significatif, engrenage tourner en elle. Le changement se produisait, non seulement dans les grands gestes, mais dans les détails petits et cruciaux. Pendant qu'ils attendaient, le son doux de la respiration de Lucas emplissait le silence. Il commença à bouger sur le canapé, marmonnant dans son sommeil. Mathieu s'approcha de lui, le corps hésitant, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage et sacré. C'était le premier test de sa nouvelle promesse de paternité. Il ne le secoua pas pour le réveiller, ni ne donna un ordre. Il s'agenouilla, le même geste de reddition qu'auparavant, mais maintenant, c'était un geste de révérence. « Hé, champion !» murmura-t-il. « Il est l'heure de rentrer. » Lucas ouvrit les yeux, ensommeillé et confus. Le souvenir de la nuit, un rêve fiévreux. Il regarda le visage de son père, si proche du sien,
et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, la vulnérabilité. Dans un geste de pur instinct enfantin, libre de jugement ou de ressentiment, sa petite main se leva et toucha le visage de Mathieu. « Papa ?» murmura-t-il, la voix pâteuse de sommeil. Le mot, le contact, furent l'absolution dont Mathieu ne savait pas qu'il avait besoin. Une larme silencieuse coula sur son visage, qu'il essuya rapidement. Avec une délicatesse qui le surprit lui-même, Mathieu retira sa veste de costume coûteuse, dernier vestige de son armure d'entreprise, et l'utilisa pour couvrir son fils comme une couverture. Et puis, pour la première fois depuis que Lucas était un bébé, il le prit dans ses bras. Le poids de son fils, la chaleur de son corps endormi contre sa poitrine, étaient à la fois étranges et profondément familier. C'était le poids de la responsabilité, et pour la première fois, il ne le ressentait pas comme un fardeau, mais comme un privilège. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Le son du salon, maintenant un murmure bas et respectueux, envahit le silence. La scène à laquelle les invités restants assistèrent fit taire les derniers chuchotements. Mathieu Lefebvre émergea, non comme l'hôte impeccable, mais comme un père. Ses cheveux étaient en désordre, son visage marqué par des larmes séchées, sa chemise froissée, et dans ses bras, il portait son fils endormi, enveloppé dans sa propre veste. À ses côtés marchait Hélène. Pas un pas derrière, comme une subordonnée, mais en parfaite synchronisation avec lui. Sa robe simple, encore tachée de vin, n'était plus un symbole de son humiliation, mais un étendard de sa victoire. Elle marchait la tête haute, les yeux clairs et fermes, rencontrant les regards curieux sans reculer. Près de la porte, M. Lambert observait. Quand Mathieu passa, le vieil ami de son père ne dit rien. Juste un signe de tête, solennel et définitif. C'était un sceau d'approbation, une reconnaissance que l'honneur, bien que perdu, pouvait être reconquis. Ensemble, ils traversèrent le hall en marbre, passant par l'endroit exact où la coupe de vin s'était brisée, le point zéro de leur ancienne vie. Personne n'osa lever un téléphone. L'atmosphère n'était plus au scandale. Elle était d'une solennité inattendue. Ils n'étaient plus un potin. Ils étaient une famille, forgée dans le feu, revendiquant son droit d'exister. Dans la voiture, le silence revint. Maintenant, un espace confortable. Le chauffeur, à travers le rétroviseur, demanda par habitude « Au manoir, monsieur ?» La question flotta dans l'air. Vers quelle maison allait-il? Le manoir était la maison de Béatrice, un territoire ennemi. Le petit appartement d'Hélène était un rappel de sa vie de servitude. Ils étaient, littéralement, sans abri. Mathieu regarda Hélène, lui laissant la décision. « Il y a un hôtel simple à quelques rues d'ici, » suggéra-t-elle. « Nous pouvons y rester cette nuit. » C'était une solution pratique, neutre. Mais pour Mathieu, ce n'était pas suffisant. C'était le moment du premier acte de réparation concret, le premier geste de sa nouvelle vie. « Non !» dit-il au chauffeur. Il prit son téléphone. « Antoine, j'ai besoin de la suite présidentielle du Grand Palace. Immédiatement. Annulez qui que ce soit qui s'y trouve, et je veux que vous fassiez le nécessaire pour tout. Vêtements, articles de toilette, nourriture. Pour Madame Moreau et pour mon fils. Le meilleur de tout, sans poser de questions. » Il raccrocha et se tourna vers Hélène, la voix douce. « Ce n'est pas une solution permanente, c'est juste pour ce soir, pour que vous puissiez avoir une nuit de paix, de silence, loin de tout. » Il regarda sa main qui reposait sur le siège entre eux et hésita un instant avant de la couvrir doucement de la sienne. « Demain, nous trois, nous commençons à chercher notre maison, ensemble. » La voiture s'éloigna de l'éclat et du bruit de la fête, laissant derrière elle le chaos de leur ancienne vie. Ils plongèrent dans l'obscurité silencieuse de la ville endormie, non comme trois individus brisés, mais comme les prémices fragiles et pleins d'espoir d'une famille, roulant vers un avenir que pour la première fois, ils construiraient ensemble. 6 mois plus tard, le son qui remplit la maison n'est pas celui d'un silence tendu ou de discussions étouffées, mais celui d'un crayon de couleur grattant avec force contre le papier. La lumière de fin d'après-midi entre par la fenêtre de la cuisine, illuminant la poussière qui danse dans l'air et le visage concentré de Lucas,
allongé sur le ventre sur le sol du salon, terminant un dessin. La maison n'est pas un manoir, ni un appartement en attique. C'est un endroit qui sent le gâteau à l'orange et l'herbe fraîchement coupée, avec des jouets dans un coin du salon et une collection de petites pierres brillantes sur le rebord de la fenêtre. C'est un foyer. Hélène est assise sur le canapé, un livre sur les genoux, mais ses yeux observent son fils. Il y a une sérénité sur son visage qui n'existait pas auparavant. Les rides d'inquiétude autour de ses yeux se sont adoucies, remplacées par un éclat tranquille. Elle n'est plus une femme sur le qui-vive, mais une mère dans son habitat naturel. La paix, la sonnette retentit. Lucas lève la tête, un sourire éclatant sur son visage. Il est arrivé, il se lève d'un bond et court vers la porte, l'ouvrant avant même qu'Hélène ne puisse se lever. Mathieu se tient sur le seuil. Il ne porte plus ses costumes comme une armure. Il est en jean et en chemise simple, les manches retroussées. Il semble fatigué, mais c'est une bonne fatigue. La fatigue de quelqu'un qui a pleinement vécu sa journée. Il pose sa mallette par terre et son premier geste est de s'agenouiller, se mettant à la taille de son fils. « Alors, mon artiste, qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui ?» Lucas, bavard, lui montre le dessin et les deux entament une conversation animée sur les couleurs du dinosaure qu'il a peint. Mathieu se dirige vers la cuisine, Lucas tenant sa main. Lui et Hélène échangent un regard par-dessus la tête du garçon. Ce n'est pas un regard de passion ravivée, mais quelque chose de peut-être plus rare et plus fort. Un regard de partenariat, de complicité. La reconnaissance silencieuse qu'ils ont tous deux survécu à un naufrage et qu'ils construisent maintenant, ensemble, un nouveau continent. Ils regardent le réfrigérateur, maintenant couvert d'autres dessins. Un en particulier attire son attention. 3 bonshommes allumettes, un homme, une femme et un garçon, se tenant la main devant une maison. « Il m'a dit l'autre jour que notre château est plus petit maintenant », dit doucement Mathieu à Hélène, « mais qu'il y a beaucoup plus d'espace à l'intérieur. » Hélène sourit, un sourire sincère qui illumine toute la pièce. Il décrivait juste ce qu'il ressent. Elle se lève et commence à mettre la table pour le dîner. 3 assiettes, 3 verres, 3 places, une famille. Pas une famille parfaite, ni une famille de contes de fées, mais une famille réelle, construite non sur l'absence d'erreur, mais sur la décision difficile et courageuse de les réparer. Car la vérité, comme une graine, peut être enfouie sous le poids des mensonges et de la peur pendant longtemps. Mais quand, enfin, elle trouve une fissure de lumière pour percer l'obscurité, elle ne fait pas que grandir. Elle s'épanouit. Si vous croyez que les nouveaux départs sont possibles et que cette famille a enfin trouvé la paix qu'elle méritait, montrez votre soutien en laissant un like sur cette vidéo. C'est votre façon de célébrer que, à la fin, la vérité et l'amour ont été plus forts. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'avez regardé. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre ville. Sérieusement, je tiens à lire chaque commentaire et à y répondre avec le plus de soin possible, pour savoir jusqu'où la force de cette histoire a pu voyager. Et si vous aimez les récits émouvants qui nous inspirent et nous rappellent l'importance de la famille et de l'honneur, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires incroyables que j'ai mises de côté sur l'écran pour que vous les regardiez ensuite. Il suffit de cliquer. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.